Bonjour, je m'appelle Raphaël Amato et le titre de ce webinaire cet après-midi est aider les gens à bien vivre à travers une transition. Comment guider les gens de bien vivre une transition pendant un changement. Et vous allez voir que quand on parle du changement, il y a une différence, on va distinguer entre qu'est-ce que c'est une transition puis un changement. Mais avant de vous parler de ça, je vais me présenter. Je m'appelle Raphaël Amato. Donc, j'ai une maîtrise en intervention dans les systèmes humains, donc, mais aussi comblée avec mon expérience comme cadre supérieur dans des organismes à but non lucratif. J'ai passé à travers plusieurs transformations organisationnelles et amalgamation de différentes agences ensemble. Donc, c'est un sujet dans lequel je crois beaucoup et je crois beaucoup de ces pendant une période de changement, pendant une transition, c'est vraiment les habiletés de leadership qui sont vraiment exigées de notre part. Donc, je vais vous lancer sans retarder. On va se lancer dans la présentation. Donc, et comme je vous avais dit, le titre de la session cet après-midi, c'est Stratégie pour aider les gens pendant la transition. Et donc, je m'appelle Raphaël Amato, comme j'ai dit, je suis aussi un facilitateur professionnel certifié, je suis un coach en intelligence émotionnelle et j'enseigne en temps partiel à l'Université de Saint-Paul. Plusieurs sujets liés à ce qu'on va traiter cet après-midi. Donc, juste pour vous parler au début du changement, c'est le changement, la plupart des modèles du changement qu'on a aujourd'hui dans notre tête, la façon qu'on voit le changement, c'est que le changement est une interruption, souvent présentée comme une amélioration de la situation actuelle. Donc, on dit à tout le monde, les choses vont changer, ça va être un peu difficile, puis à la fin, on va arriver à une stabilité. Donc, on dit aux gens qu'après cette période de transition, cette période de changement, on va arriver à une stabilité. Et souvent, les leaders donc se positionnent comme dans le cadre de ce modèle, le rôle du leader est d'aider les gens à travers cette période et d'aboutir à l'état désiré. Cette image mentale du changement comporte bien des hypothèses, comme par exemple, la vision est claire, on sait où nous allons. Nous avons comme cadre les réponses aux questions. Puis là, je vous pose la question, avec la réalité d'aujourd'hui, si vous n'avez pas remarqué, souvent la vision est un peu claire, on a une idée de où est-ce qu'on veut aller, mais on n'a pas beaucoup de réponses à beaucoup des questions que les gens ont. Donc, souvent, mais il y a quand même cette exigence, cette attente des employés qu'on doit être clair. On doit savoir d'où est-ce qu'on s'en va. Et particulièrement pendant cette période, quand on parle de cette période de pandémie, on n'a pas de réponse. On est en train d'évoluer dans nos réponses avec l'information qu'on reçoit. Donc, la réalité d'aujourd'hui, c'est quand on promet cette stabilité à la fin, qu'on va arriver éventuellement à la fin, on réalise qu'on est souvent, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on est souvent en changement. Donc, le changement n'est pas simplement un petit moment dans une période de temps, mais possiblement, on va vivre dans un temps de changement continuel. Donc, et ça exige qu'on réfléchisse à quel est notre rôle pendant cette période-là. Sans nécessairement avoir des réponses, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas des leaders? Puis moi, je dirais que c'est l'inverse. C'est vraiment le temps que notre leadership est vraiment exigé et notre capacité, nos compétences en leadership, on doit les appliquer. Donc,
À la lumière de vos connaissances de votre passé récent, quel est le modèle mental de changement qui apparaît? Comment pouvons-nous voir le changement, pas simplement comme un petit moment ou une période de 2-3 mois qui vont changer les choses et éventuellement on va se trouver, on entend souvent parler ces jours-ci, de retour, à un état normal. Puis il y a comme une intuition à l'intérieur de nous qu'on sait qu'on ne va pas retourner. Que les choses vont changer, mais quelles choses vont changer? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Comment on peut préparer les gens? Qu'est-ce qu'on doit communiquer aux gens? Et comment on peut bien préparer les gens à cette période-là? Donc, comme je vous avais dit, le taux de changement prévu et non prévu à plusieurs niveaux, technologie, sociale, économique et politique, quoi vraiment rapidement. Et ça exige qu'on remet en question un peu notre modèle de stabilité classique, notre modèle du leadership. Comme c'est à nous, on sait que qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, quel est notre rôle en tant que leader en ce temps d'incertitude? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on peut guider les gens? Comment on peut guider les autres? Si nous-mêmes, on est incertain ou ambigu à propos de ce changement. Donc, et la réalité d'aujourd'hui, c'est que les leaders, le rôle du leadership est en train de changer. Et donc, on doit vraiment considérer comme un leader, comme un architecte, ou quelqu'un qui conçoit les différents aspects, qui est capable de voir les différents aspects. Et voir quelqu'un qui va faciliter les choses pour les gens, plutôt que de dire aux gens quoi faire. C'est un peu comme de changer cette idée du mode de contrôle de haut en bas, plutôt que de faciliter le mouvement, d'aider les gens à comprendre. Et de comprendre particulièrement comment est-ce que tous ces éléments ont un impact. Comment est-ce que les choses de l'extérieur peuvent nous affecter. Comment à l'intérieur, on travaillons nous ensemble. Et ça exige énormément d'autres façons, une autre façon de voir le leadership. Donc, je vais vous parler un peu de le changement versus une transition. Le changement n'est pas la même qu'une transition. Le changement, c'est un fait, c'est objectif, c'est une modification objective de notre environnement, débutant généralement par une nouveauté. Donc, ma femme travaille de la maison, donc c'est nouveau pour elle. Et pour moi, comme animateur, comme facilitateur, qui est souvent devant les groupes, je ne suis plus devant les groupes. Comme enseignant à l'université, j'enseigne le genre de cours qui n'est pas facile à faire en ligne. Donc, ça veut dire que tout est en train de changer. Donc, ça, c'est un changement. Il vient de perturber l'ordre établi. Il est extérieur à soi et daté dans le temps. C'est vraiment important parce qu'on parle que le changement est qu'est-ce qui impacte les autres. Mais en réalité, William Bridges nous dit que c'est la transition. Vivre une transition, ça, c'est comme l'aspect psychologique à lequel on fait face. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, individuellement et collectivement. C'est ça qui nous affecte pendant un changement. Pas nécessairement le changement, c'est l'adaptation psychologique. Donc, c'est une transition qui commence avec une fin. Donc, et qu'est-ce qui est important, c'est que on doit être capable de laisser aller pour attraper quelque chose de nouveau. Donc, ce lâcher prise est vraiment important dans un changement. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de vendre l'idée sur la nouvelle façon de faire les choses sans prendre en considération cet aspect-là. Si les gens n'ont pas une capacité ou une facilité ou sont pas accompagnés de faire ce lâcher prise, on va trouver que c'est vraiment difficile d'accepter le nouveau changement. Une fois que vous avez laissé aller, vous rentrez dans une zone neutre.
Donc, même quand on a dit, ben, on peut la laisser aller, on est quand même dans une zone neutre. Et quand on sort, ça, c'est les trois éléments d'une transition. Sortir de la zone neutre et dans le nouveau début. Donc, juste pour résumer, il y a une fin, on met fin à quelque chose, il y a une zone neutre et un nouveau départ. Puis donc, ça s'applique à tous les changements. Donc, je vais vous parler ou une transition. J'ai déménagé ici de Montréal, ici à Ottawa, il y a une vingtaine d'années. Et je me rappelle, quand on parle de se lâcher prise, quand je suis arrivé, la première fois que je suis allé au centre-ville d'Ottawa, moi, j'ai vraiment réagi en me disant, c'est pas un centre-ville, c'est comme, il y a personne. Le soir, il y a personne, il y a très peu de vie, c'est tellement petit. Je pensais toujours à Montréal. Donc, Montréal, une ville vibrante, pleine de vie, où les gens marchaient dans la rue, même le soir. Et j'ai trouvé ça très difficile d'être ici à Ottawa. Le soir, il n'y a presque personne dans les rues, sauf si on est dans des petits coins du centre-ville. Mais à Montréal, c'est partout. Et je m'ennuyais, je pensais toujours à Montréal. Qu'est-ce que je fais ici? Puis donc, c'était vraiment c'était pas si facile que ça, ce changement-là. Puis je m'appelle un jour en marchant, je disais, mais c'est vraiment beau ici à Ottawa. Il y a tellement d'espaces verts partout. Puis là, je peux dire que c'est à ce moment-là où je me trouvais dans la zone neutre, où j'ai commencé à accepter le changement, que j'habitais ici. Ça a pris quand même un bon bout de temps, là, je dirais 1 an et demi, 2 ans, avant de voir que j'étais ici. J'habitais ici à Ottawa. Mais même quand j'étais dans la zone neutre, je m'ennuyais de Montréal, mais je n'avais pas cette réaction émotive. Émotive en pensant de Montréal. Donc, je commençais à dire, mais Montréal, c'est plus ici. Donc, la zone neutre, c'était comme un mélange de possibilités en même temps. Je réalisais qu'est-ce que j'avais perdu. En étant dans cette période-là, je m'appelle de plus en plus, là, je commençais à faire de l'exercice, j'impliquais mes enfants dans des sports, dans toutes sortes d'activités à l'extérieur le matin. Puis là, je commençais à réaliser la beauté d'être ici à Ottawa. Donc, et ça, c'était le nouveau départ. Donc, qu'est-ce que ça me permettait de faire? C'était vraiment comprendre que le changement, dans ces 3 phases-là, le leadership qu'on exerce est vraiment important. Si vous pensez simplement à même changer un bureau, d'aller d'un bureau à l'autre, même si le bureau est positif, il y a toujours une fin, que les gens ont besoin d'être accompagnés à travers cette fin-là, parce qu'il y a une perte toujours pour tout le monde. Et dans la zone neutre, même pendant la première période de la zone neutre, on n'est pas si efficace que ça parce qu'on a besoin de réponses. On a besoin de comprendre pourquoi et comment faire les choses de nouveau. Et le moment qu'on commence à expérimenter, qu'on commence à se sentir mieux, là, on est dans un nouveau départ. Donc, j'aimerais bien passer à travers ces 3 phases-là et vous parler de qu'est-ce que le leader doit faire pour aider les gens à travers cette période. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas les changements qui nous affectent, c'est les transitions. Et de ne pas identifier et être prêt pour les fins et les pertes produites par le changement proposé est le plus grand problème des organisations en transition rencontre. Les gens pensent toujours à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser, comment on peut vendre cette idée-là, mais de ne pas identifier qu'est-ce que chaque personne va perdre. Donc, est vraiment important que chaque organisation pense à qu'est-ce que les gens vont perdre. Même quand un changement de bureau, comme je vous disais, un changement de rôle, travailler à la maison, qu'est-ce que je vais perdre si je travaille à la maison? Je ne serai plus en contact avec mes collègues. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Pour certaines personnes, ils vont vivre ça plus difficilement que d'autres.
Donc, une transition commence par un lâcher-prise de quelque chose. Vous avez besoin de désapprendre la vieille manière. C'est plus comme c'était. Donc, pour les leaders, qu'est-ce qui est important dans cette période de fin ou la perte, c'est déterminer qui perd quoi. Expliquer le pourquoi du changement. Et de préciser dans le détail qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui ne changera pas. Expliquer les répercussions du changement. Identifier qui cela a affecté. Identifier une perte collective. Accepter la réalité et l'importance des pertes subjectives. On ne sait jamais comment ça va affecter. Quelqu'un qui change de bureau, peut-être qu'il va être content parce que le nouveau bureau est plus près de chez lui. Mais pour un autre, ça va être un peu plus loin. Donc ça va engendrer une réaction sans qu'on soit vraiment capable de comprendre. Puis ne soyez pas surpris à une réaction démesurée. Et ça vient quelque chose de nous faire comprendre quelque chose qui est vraiment important. C'est pendant cette période de fin à faire face à des pertes, les gens vont réagir avec beaucoup avec leurs émotions. Et donc, c'est comment être ouvert à ces réactions-là. Je peux vous dire qu'une des choses que j'ai réalisées, même avec mes cadres supérieurs, avec les gens qui travaillaient pour moi, c'est qu'on a beaucoup de misère d'accepter les réactions émotives des autres. C'est la colère, l'angoisse, la dépression. Puis on se dit, mais on ne comprend pas. Et là, comme leader, c'est vraiment de dire simplement, accepter que les gens vont réagir. Puis la chose que j'ai appris vraiment profondément, c'est que si on n'est pas prêt à accepter le changement, cette réaction émotive des gens, vous allez voir que ça va être vraiment bien plus difficile que les gens acceptent le changement. Et simplement d'écouter, de laisser les gens s'exprimer et de dire qu'est-ce qu'ils trouvent difficile est souvent la première étape d'aider les gens à accepter le changement. Puis c'est pas le temps quand quelqu'un est en état réactif, c'est pas le temps de venir d'être rationnel. C'est vraiment pas vraiment le temps comme de simplement dire, ben, inquiétez-vous pas, je comprends pas votre réaction parce qu'on sait que ça va être quelque chose de nouveau. C'est vraiment le temps de vraiment écouter. Donc, c'est vraiment le temps de donner beaucoup d'informations. C'est pas le temps de les, on entend souvent, c'est pas le temps de les informer. Nous le dirons quand c'est un bon moment. Cette information les bouleversera en ce moment. Ils savent déjà, nous l'avons annoncé. Ça, c'est des excuses que j'entends souvent sur les cadres. J'ai informé les superviseurs, c'est leur travail d'informer les employés. Donc, j'ai déjà dit qu'est-ce que j'ai à faire. Et nous ne connaissons pas encore les détails, donc il n'y a aucun point de communication à ce moment ici. Puis je dirais c'est un l'envers, tout à l'envers. Même quand on n'a pas de réponse, c'est vraiment le temps d'avoir des rencontres, de demander les gens de se rassembler ensemble, puis de parler. Puis peut-être c'est le temps d'écouter un peu plus, de les informer. Puis d'être honnête et clair. De dire, on ne sait pas. Mais on va vous tenir au courant dès le moment, mais je veux savoir comment on vit cette période-là. Donc, juste de faire face aux pertes encore, les gens n'osent pas de cesser de faire quoi qu'il soit. Les gens ont leur propre décision sur qu'est-ce qu'il faut jeter et qu'est-ce qu'il faut garder. Les gens jettent tout ce qui a été fait dans le passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de laisser aller le passé? Donc, vous avez vraiment important aider les gens à vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils vont perdre. Notez les fins. C'était le passé avec le respect.
souvent, on parle comme le changement est une amélioration, comme qu'est-ce qu'on faisait avant n'était pas si efficace. Et je dirais, faites attention au langage qu'on emploie. On traite le passé avec le respect. Laissez les gens prendre un petit morceau de l'ancien chemin avec eux. Qu'est-ce qu'on a appris du passé qu'on peut amener avec nous? Et indiquer comment les fins assurent la continuité de ce qui compte vraiment. Notre mission ne change pas. Notre mandat ne change pas. C'est juste la façon qu'on le fait qui change. Ou à qui qu'on rapporte. Donc ça, c'est une liste pour aider les cadres ou les leaders à vraiment considérer, est-ce que j'ai étudié les changements et identifié qui est susceptible de sentir la perte de quelque chose, incluant moi-même? Est-ce que j'ai reconnu ces pertes? Est-ce que j'ai clarifié définitivement ceux qui prennent fin et ceux qui ne l'est pas? Est-ce que j'ai trouvé une façon de marquer la fin? Donc, je vous invite à lire les différentes choses qui sont sur la diapositive. Est-ce que j'ai trouvé une façon d'honorer les passés? Vous allez voir qu'avec cette liste-là, ça va vous aider à clarifier pour les gens, à les écouter, puis de clarifier qui perd quoi. Et comment la fin est importante pour passer à une nouvelle étape. Et comme je vous disais avant, quand on sort de cette réaction émotive, c'est vraiment, là, on est dans une zone neutre, comme je reviens sur cet aspect de quand j'étais à Montréal, puis j'ai déménagé ici à Ottawa, puis quand j'ai commencé à penser que là, j'accepte que j'habite à Ottawa, donc, c'est un voyage, la zone neutre, c'est un voyage d'une identité à une autre. Et ça prend du temps. Les perspectives, les attitudes, les valeurs, l'image de soi, les façons de penser qui avaient été fonctionnelles dans le passé doivent mourir avant que les gens prennent de vivre le présent. La zone neutre est un moment où une réorientation est vraiment nécessaire pour tout le monde. Donc, la zone neutre, je commence à accepter le changement, c'est un temps difficile. Puis la recherche nous démontre que la productivité baisse de 50%, due à l'anxiété croissante de la motivation baisse. On sait qu'aujourd'hui, on est en train de faire un retour, même quand on pense à la pandémie, on commence à ouvrir les choses. Mais si vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup d'anxiété dans ce moment-là, comment le faire? Même avec une clarté, il y a beaucoup d'anxiété. Ça veut dire qu'on est moins efficace. Les gens manquent plus de travail que d'autres fois. J'ai remarqué souvent quand j'écris à tout le monde ces jours-ci, même les gens qui sont au retour, ça prend un moment de temps de répondre. C'est comme on est dans une période de désorientation. Et les vieilles faiblesses réapparaissent en pleine évidence. Puis on est vraiment vulnérable à une attaque de l'extérieur. Donc, l'impact qu'on sent de l'extérieur à nous, c'est le perspective en dehors de notre organisation, semble vraiment bien plus menaçant. Mais c'est aussi un temps créatif. C'est un temps de capitaliser sur la confusion en encourageant l'innovation. Est-ce que j'ai expliqué la zone neutre que c'est tout à fait normal de se sentir comme ça? Et je peux anticiper que les gens vont passer à travers cette malaise à faire, puis comment on peut se servir de ce temps ici. Ça, c'est le temps de renforcer une nouvelle vision plus positive. Est-ce que j'ai une métaphore qui peut expliquer ça? Est-ce que j'ai trouvé les moyens de transmettre aux gens le sentiment qui apparaissent toujours et qu'ils sont valorisés? Est-ce que j'encourage les nouveaux comportements, la prise de risque et de l'expérimentation? Et comment je peux encourager la pensée créative, l'innovation? Moi, j'en reviens pas que toutes sortes de capacités
sont en train de sortir d'autres moyens de communiquer. Juste pour vous donner un exemple, on est en train de voir que quand on se sert de Zoom, puis on prend un petit temps d'arrêt, que ça permet les gens de s'arrêter, parce qu'on ne peut pas tout parler en même temps, de réfléchir avant de répondre. Imaginez-vous que si on pouvait faire ça pendant nos rencontres, juste freiner, ralentir les choses, demander des gens de noter un peu de leur réponse et puis de le partager à tour de rôle. Quelle nouvelle façon, et vraiment, ça serait vraiment encourageant d'impliquer tout le monde. Donc, quand on passe à travers la zone neutre, on sait que parce que de plus en plus, on parle de l'avenir, on parle de la vision, de comment on peut arriver à les choses, et que les gens vont se sentir, vous allez voir que l'énergie va complètement changer. N'oubliez pas que ce n'est pas tout le monde qui va passer à travers ces trois phases-là en même temps. Donc, c'est très rare que tout le monde arrive. Mais de plus en plus, on trouve que si on est capable d'accompagner les gens à travers la période de cette fin, vraiment vivre un certain deuil et rentrer dans une zone neutre où les gens sont incertains, mais quand même ouverts, moins efficaces, mais capables d'apprendre. Là, on est prêt à vraiment un nouveau début. Ça, c'est vraiment le temps. Et un début n'est pas la même comme un départ. On est en train de recommencer. C'est vraiment le temps de clarifier et communiquer. Donner un sens à ce qu'on fait. Créer un portrait collectif de l'avenir. Avoir un plan de comment on va se rendre. Aujourd'hui, on ne peut pas clarifier les plans. On est vraiment, pour certaines personnes, on peut dire qu'on est où. Moi, quand je regarde ma femme qui travaille de la maison, ils attendent toujours un plan. Donc, on n'est pas vraiment au niveau début. Ils attendent toujours un plan. Puis, quel est le rôle que chaque personne va jouer? Quel est le rôle que, comme leader, moi, je dois jouer? Donc, c'est un temps, on n'est pas encore rendu si on parle de la pandémie, mais dans tous les changements, quand on est au niveau début, c'est vraiment les éléments de prendre en considération. Donc, une liste à compléter. Est-ce que c'est un bon moment pour le début? Où sommes-nous encore à la fin ou en zone neutre? Et je crée l'image complète du changement. Est-ce que les gens comprennent leur nouveau rôle, leur part dans le plan? Est-ce que je démontre le nouveau comportement et qu'est-ce qui nous apportera le succès? Et je prévu le succès rapide afin de construire une bonne confiance en soi. Puis les rituels, est-ce que j'ai créé une façon de célébrer le nouveau début? Est-ce que j'ai trouvé un moyen de reconnaître le cheminement nécessaire? Comment tracer ça pour les gens? Comment dire aux gens que vous avez le doigt, que je comprends que si vous êtes toujours dans cette période de perte, que c'est vraiment difficile de bien vivre ce changement, je vais vous accompagner, de vous trouver dans la zone neutre et après ça, vous allez voir. Donc, aider les gens à se parler entre eux. Parce que les gens qui sont au niveau début peuvent bien facilement accompagner ceux qui sont dans les premières phases du changement. Donc, la question de base devient, en tant que gestionnaire, quel est votre rôle en guidant quelqu'un à travers un changement? Et comment sentez-vous avec ce rôle? Quelles sont les opportunités que ce rôle vous présente? Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous aider comme gestionnaire du changement? Souvent, on pense souvent à les autres, mais c'est très rare qu'on pense à nous-mêmes. On a des besoins. Et une des choses que j'ai appris, c'est que quand on présente le changement, je ne dois pas présenter le changement, particulièrement aujourd'hui, comme moi, je connais vraiment qu'est-ce qui va se passer. On est ensemble. Je réagis. Je passe à travers la zone neutre. Je vis la même chose que vous.
Donc, cet état de la nouvelle vision, on connaît certains éléments, bon, on va la construire ensemble. Donc, vous allez voir un rôle dans cette étape. Donc, ça, c'est comme une base de la transition. J'aimerais bien que vous vous rappeliez les 3 phases. Puis maintenant, je vais vous parler de la résistance. Le changement provoquera toujours une réaction. Les réactions font partie intégrante du changement. Une réaction au changement n'est pas une résistance au changement. Puis souvent, on mène les choses. Souvent, quand les gens sont en train de réagir, ils ont besoin d'être accompagnés de bien vivre à travers cette réaction psychologique, émotive, et d'aider les gens de s'en sortir. Écouter. C'est un temps d'écoute. Un temps de dire, oui, c'est moi qui mène le changement, mais tu as une place, je vais t'écouter. Souvent, simplement l'écoute d'une réaction va diminuer la résistance de la personne. C'est donc notre rôle au début, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre, d'exprimer leur réaction. C'est vraiment essentiel que pour les gens qui acceptent le changement. C'est intéressant de voir que 2/3 de toutes les initiatives de changement tombent en échec. Puis la raison numéro 11, c'est l'incapacité de gérer le côté humain du changement. Donc, on crée un changement, puis on pense à des personnes après. Le modèle typique, c'est on veut créer on donne une nouvelle vision, puis là, c'est le temps de vendre la vision, puis on n'est pas prêt pour les réactions. Puis la réaction, si on ne les écoute pas, si on ne laisse pas de cet espace-là, ça devient une résistance. C'est pas la seule raison pourquoi les gens résistent, mais c'est une des raisons pour lesquelles. Puis ça peut vraiment, on va voir que ça devient un échec, un changement. L'échec du nouveau projet de changement est directement attribué à la résistance des employés à changer. Si la résistance au changement est le problème le plus fréquemment cité par les gestionnaires lors de l'introduction des changements. Donc, c'est la mise en œuvre du changement, puis on est rarement prêt. On sait où est-ce qu'on veut aller, comment vraiment appliquer ce nouveau logiciel, comment faire les choses, mais on ne s'entend pas que les gens vont résister, vont réagir. Et comme je vous avais déjà dit, permettez les gens de vraiment réagir. Ça va diminuer la réaction émotive. Ce n'est pas le temps d'être rationnel. Et quand la réaction émotive est diminuée, les gens sont prêts à écouter. Puis de comprendre comment ça pourrait être une amélioration. Donc c'est vraiment important qu'on comprenne le processus et les causes sous-jacentes de la résistance. Et ça peut vraiment nous aider à vraiment de bien vivre ça. De ne pas anticiper et traiter la résistance, condamnera un effort d'amélioration. Le processus de changement sont généralement logiques et rationnels. Mais mobiliser les gens, voici le vrai travail. Et là, c'est pas rationnel. C'est vraiment autour, on rentre dans le monde émotion, on rentre dans le monde de perte. C'est vraiment comment. Donc, j'aimerais bien que vous regardiez comme la résistance comme un signe positif. La résistance demande de l'engagement dans le processus du changement. Si vous répondez d'une façon efficace, ce n'est pas la réaction, c'est notre façon comme gestionnaire de répondre à cette résistance ou cet aspect-là. Pourquoi c'est vraiment important de comprendre la résistance? Il clarifie le problème. Il identifie d'autres problèmes qui doivent être résolus avant. Il force les leaders, les gestionnaires du changement, de réfléchir avant de mettre en œuvre le changement. Leurs questions difficiles peuvent renforcer et améliorer le changement. Ça nous permet de savoir qui oppose le changement. Ça va ralentir le changement et il peut avoir raison. Ça peut être vraiment une idée stupide.
Ça, c'est une liste des raisons pour lesquelles les gens, vous savez que si je ne peux pas comprendre comment ça va m'affecter ou améliorer ma situation, c'est comme je ne vais pas nécessairement accepter. Les gens ont souvent peur d'une perte personnelle autour de la sécurité, de l'argent, le statut. Donc, quand les gens vont participer à la décision, c'est encore plus difficile d'imposer un changement. Et particulièrement quand le changement a été une surprise. Et puis là, je suis sûr que vous pouvez dire, mais souvent le changement, on ne peut pas impliquer tout le monde dans la décision d'un changement. Non, mais la façon qu'on guide les gens dans nos rencontres, la façon qu'on les implique dans les réactions, ça va vraiment diminuer les réactions et ça va aider les gens de se comprendre puis de bien vivre bien vivre un changement. Ils ne sont pas souvent convaincus que le changement va réussir. C'est même au niveau des Zooms. Je suis pas sûr. Je n'étais pas sûr au début que Zoom, ça peut fonctionner. Il peut se sentir manipulé. Et souvent, les gens disent, mais si ce n'est pas brisé, pourquoi pas? Pourquoi le réparer? Et ils croient souvent que l'organisation n'a pas les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le changement. Et comme je vous avais déjà dit, les gens lancent des défis intellectuellement quand en réalité, ils sont en train de réagir au niveau bien plus profond. C'est pas confiance. C'est pas clair. Et souvent, on répond nous-mêmes au niveau de intellectuel, rationnel. Et ce n'est pas le temps. C'est vraiment d'écouter, de vraiment écouter plus profondément. Donc, encore là, faire face à la résistance, identifier la forme prise par la résistance. Poser une question en utilisant les mots neutres et de ne rien dire et écouter la réponse. Laissez les gens dire pourquoi ils ont la difficulté. Et pour que les gens acceptent et font confiance au changement, ils ont besoin de savoir que leurs intérêts ont été pris en considération. Et avec l'équipe, communiquer, communiquer, communiquer. Vous savez que la communication est la base de tout. Coacher, soutenir les gestionnaires en face des enjeux, aider les gens autour de vous. Établir et élargir les boucles formelles et informelles de la réflexion, écouter de ce qui se passe. Et vraiment fournir un soutien individualisé et de la formation si nécessaire. Qu'est-ce que les gens ont besoin de faire? Combien de temps que ça va prendre? On introduit un nouveau logiciel avec une petite introduction de 10 minutes, mais souvent, les personnes ont besoin de plus que ça, d'être vraiment à l'écoute. Des leçons apprises. Solliciter activement la pensée et les réactions des gens à propos des changements proposés. Écoutez attentivement. Ne vous lancez pas dans les longs discours justifiant le changement. Dans les premières stades, les gens ne sont pas intéressés par ça. Ils veulent être entendus et veulent s'assurer que leurs préoccupations seront répondues. Reconnaître qu'il faut du temps pour bien naviguer les réactions de changement. Engager les gens dans un dialogue sur le changement. Les leaders doivent faire seulement après qu'ils comprennent pleinement les préoccupations spécifiques des autres. Les gens vont soutenir le changement quand ils espèrent que cela se traduira en un certain gain personnel. Ils attendent un nouveau défi à la suite. Ils croient que le changement a du sens et que c'est la bonne chose à faire. Ils ont eu une opportunité d'apprendre et apporter une contribution au changement. Ils respectent la personne qui défend le changement. Ils estiment que c'est le bon moment pour le changement. L'instrument le plus puissant dans nos discussions pour nous-mêmes, pour aider les gens à naviguer le changement, c'est nous-mêmes. Notre capacité de bien utiliser soi-même repose en grande partie sur notre niveau de connaissance de soi et l'impact que nous avons chez les autres, ainsi que notre capacité de
de faire des choix afin de diriger et modifier cet impact. Je regarde mon impact sur les autres et je vais le modifier. Le changement est bon? Ben donc, allez-y en premier alors. J'aime beaucoup cette citation-là. Donc, juste pour mettre fin à ça, voici un petit modèle qui peut nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pendant un changement. Interroger. Qu'est-ce que les gens voient que vous ne voyez pas comme leader? Quel est l'important, le point de vue de l'autre? Et montrez que vous comprenez. Expliquez qu'est-ce que vous avez entendu. Faites preuve d'empathie, même si vous n'êtes pas d'accord. Puis vous allez voir que si j'écoute l'autre et j'interroge l'autre et je reconnais qu'est-ce que l'autre est bien plus apte à m'écouter en parlant de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je perçois et qu'est-ce que je veux vraiment, comment je pense qu'on doit passer à travers ce changement-là. C'est le temps de vraiment faire la promotion, exposer votre point de vue. Donc, c'est la fin de notre présentation. Donc, j'aimerais bien vous inviter. Là, on va avoir un petit moment d'échange avec un échange avec chat ou en ligne comme vous voulez. Donc, je vous reviens dans quelques secondes.